Bonjour et bienvenue à votre émission régionale sportive Sport Neuf Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et où on aborde le sport différemment. Cette semaine, on rencontre Kevin Ergolano, boxeur mi-lourd à 80 kg et membre du club de boxe ABC de Laval. Ayant gagné le championnat canadien en 2011, il revient à la boxe après une pause de quelques années pour parfaire son parcours, aller gagner en expérience et qui sait peut-être un jour faire le saut chez les professionnels. Avec Kevin, on discute de l'impact de la fierté et de la réussite sur notre motivation. On regarde bien sûr l'importance de la préparation et du contrôle de poids dans la boxe. Et on regarde aussi les différentes nouvelles règles au niveau de la boxe amateur. J'ai bien hâte d'entendre et de discuter avec mes experts sur ces différents sujets. C'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors, on se trouve avec Kevin Ergolano, membre du club de boxe ABC de Laval. Kevin, ça fait combien de temps que tu boxes? Ça fait maintenant à peu près 8 ans que je boxe. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai 20 ans aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à 12 ans à vouloir pratiquer ce sport-là? En premier, j'ai commencé avec le football, le sport du football. Puis, c'est ça, il manquait un peu de vitesse au niveau des jambes, tout ça. Puis, j'ai entendu que la boxe, ça faisait beaucoup un très bon entraînement, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire de la boxe, puis tranquillement, ça s'en venait bien, tu sais, les coups sortaient bien, tout. Fait qu'on a commencé à faire des compétitions, puis ça a avancé. Les championnats, j'ai gagné les championnats canadiens et tout ça. Fait que c'est ça qui m'a vraiment poussé à venir à l'entraînement tous les jours. Donc, c'est vraiment comme tu dis, c'est un entraînement qui est quotidien. Tu passes combien de temps dans une semaine en gymnase? Dans le gymnase de boxe, au moins 10-11 heures de boxe. Plus dans la salle de musculation. Fait que je fais quasiment 12 entraînements par jour, 5-6 fois par semaine. Okay. Et puis j'imagine que c'est pas ce volume-là, c'est le volume que tu es rendu à faire maintenant, mais à 10 ans quand tu as commencé, c'est pas nécessairement le volume que tu faisais ou qu'est-ce que tu faisais au départ? Au départ, c'était 4 fois semaine, lundi, jeudi, mardi, jeudi, vendredi. C'était environ 2 heures par jour. Fait que disons un bon 8 heures d'entraînement par semaine. Donc, tu as commencé assez jeune, puis tu as connu des succès assez rapidement. Ouais. Est-ce que tu avais aussi connu tu parlais de football que tu avais fait. Est-ce que tu connaissais aussi du succès dans ce sport-là? Oui, je connaissais du succès j'ai joué avec les Vikings de Laval-Nord. On connaissait du succès. On a été à 2 championnats provinciaux. Fait que ça en venait bien. Puis après ça, à l'école secondaire, ça commençait à descendre un peu. Peut-être à cause du coaching, niveau tout ça, ça a moins bien été. Fait que c'est vraiment ça avec le football. J'imagine que l'impact est différent d'un sport d'équipe comme le football à un sport individuel qui est la boxe. Oui, beaucoup plus différent. C'est plus un sport d'équipe, le football. Il faut que tous les 12 joueurs fassent tout leur job. Comparé à la boxe, t'es tout seul dans le ring. T'as peut-être un coach qui te dit quoi faire, mais il faut quand même que t'écoutes, il faut que tu fasses tout le travail toi-même. C'est vraiment 1 sur 1. Donc, il y a vraiment peut-être un sentiment de fierté qui est plus direct pour un athlète à ce moment-là? Pour la boxe, il y a beaucoup plus de fierté, ouais, c'est ça. Tu prends tout ce que tu as fait, c'est toi qui vas tout prendre le travail que tu as fait. Donc, c'est vraiment le travail ou les efforts que tu fais, c'est toi qui en récoltes directement. C'est bien ça, ouais. Tu as récolté justement en 8 ans, tu disais justement tu as gagné les championnats canadiens. Quel est peut-être l'objectif que tu as atteint dont tu es le plus fier? L'objectif que j'ai atteint le plus fier, c'était de gagner le championnat canadien. J'étais vraiment content après ce combat-là. C'était vraiment la meilleure journée de ma vie, je te dirais. Quand tu gagnes un championnat de même, c'est vraiment c'est beau. C'est l'aboutissement de tout ton travail. Ouais. Tu te sens vraiment fier après. Dans tout le travail que tu as mis, il a tout servi à quelque chose. Alors, Kevin nous mentionne justement à quel point la fierté, la sensation de réussite est important pour rester motivé. Mentionne comment la différence entre le football, qui est un sport un petit peu plus d'équipe, et la boxe, où
se sent en plein contrôle de sa réussite, donc de sa fierté en quelque sorte qu'il récolte de lui-même. J'imagine que justement, ça peut être un élément qui peut être important au niveau du traitement de la blessure ou de la réhabilitation, de sentir chez l'athlète un plein contrôle de son processus. Mais j'imagine que ça peut être aussi un défi parce que l'athlète qui veut justement avoir un contrôle n'a pas nécessairement le contrôle sur son corps. Comment est-ce qu'on gère ces éléments-là, Thierry? C'est sûr que ça devient un très bon défi. Déjà, à la base, si on compare boxe, football, c'est différent. La boxe, il est tout seul dans le ring, c'est lui contre son adversaire. Au football, mais il y a d'autres joueurs autour de lui. Puis il y a des arrêts de jeu aussi où d'autres joueurs vont embarquer sur le terrain. Aussi, si tu regardes côté motivation, bien, ta saison de football est terminée, tu peux mettre ça de côté, prendre les bonnes choses puis rebâtir là-dessus. À la boxe, par exemple, ta fiche elle reste la même, c'est juste les combats qui s'accumulent au long de ta carrière, si on veut, que ça vient jouer aussi dans le décor. À partir de là, il faut bâtir un peu sur ça, essayer de motiver l'athlète à progresser dans ce qu'il y a en ce moment, puis pas nécessairement effacer ce qui s'est passé auparavant, mais progresser par rapport à ça. Parce que c'est sûr qu'une fois rendu dans le ring, bon, ben c'est toi qui est là, c'est tes performances, c'est ta blessure aussi. Donc, il faut que tu comprennes un peu aussi qu'il n'y a personne pour te remplacer à ce moment-là. Il faut que tu jauges un peu, est-ce que je pousse à travers ça? Est-ce que je suis capable de maintenir un certain niveau de performance? Ou si je vais trop loin, mais je risque de un peu scraper, excusez-moi le terme, le reste de ma carrière si on ne fait pas attention non plus. Parce qu'on s'entend que la boxe, c'est un sport de combat. On peut avoir des blessures graves si on ne fait pas attention non plus. Même principe au football, c'est un sport de contact, mais c'est un petit peu plus facile aussi de juger, bon, ben j'arrive à tel corps, j'ai fait un peu le maximum que je pouvais donner, j'ai quelqu'un qui peut me remplacer pour terminer le match, puis l'équipe va en souffrir un peu moins à ce moment-là. J'ai un backup, j'ai quelqu'un qui peut venir me remplacer, mais j'imagine que dans le processus de guérison aussi, en quelque sorte, l'athlète qui voit sa progression, qui voit ses réussites, va être de façon positive amené à vouloir continuer. Et l'inverse est aussi vrai, là, si on a, je ne sais pas moi, un setback, excusez-moi encore l'expression, mais de voir que des délais, des complications qui viennent allonger le processus de guérison, ça peut être un défi important à ce moment-là à gérer. Exactement. Une blessure qui guérit rapidement, bien, c'est juste un plus. Tu te dis, bon, bien, j'ai gagné un autre combat, je suis prêt à aller plus loin après ça. C'est sûr que si la blessure persiste à ce moment-là, c'est comme un boulet qui reste accroché à la cheville, qui nous suit jusqu'à la guérison complète. Il faut gérer un peu ces situations-là. Maryse, par rapport à cette gestion-là, par rapport à cette motivation-là, j'imagine aussi en préparation physique, ça peut être un élément qui va être primordial ou important de voir comment est-ce que l'athlète peut prendre le contrôle de sa progression, arriver à voir ses réussites. Oui, surtout en préparation physique, on va se donner des petits objectifs qui vont être plus court terme, moyen terme que le long terme parce qu'on va vouloir mettre du concret, faire en sorte que l'athlète va bâtir sur sa réussite. Souvent, ça peut prendre des années, surtout quand on commence en préparation physique, ça peut prendre du temps, mettre les bases, puis ensuite voir l'impact de ce qu'on fait en préparation physique dans nos performances sur le ring, par exemple. Donc, on va à ce moment-là donner des objectifs qui sont plus mesurables, concrets, puis focusser là-dessus pour que l'athlète qui a besoin de ces réussites-là pour se motiver d'y arriver. Donc, c'est ça, donc d'avoir un peu une perspective à long terme, moyen terme, court terme pour rester motivé, rester accroché dans notre progression. Nicolas, au niveau de la nutrition, j'imagine ça aussi, de sentir que j'ai le plein contrôle sur mes choix alimentaires, j'ai le plein contrôle sur la façon de me préparer. Ça doit être quelque chose qui doit faciliter ton travail avec les athlètes. Oui, en effet, parce que là, je travaille vraiment un pour un. On voit directement que son alimentation affecte ses performances et tout. Il y a quand même des grands défis avec ces athlètes-là. Déjà, si on compare avec un sport d'équipe, où ce qui peut avoir l'influence positive de ses coéquipiers, voir les leaders dans les équipes pour les influencer, alors que là, on n'a pas ces leaders-là avec un athlète comme la boxe. C'est vraiment l'entourage immédiat qui va avoir une grande influence. Donc, au niveau des entraîneurs, au niveau de la famille encore, ça reste dans ces éléments-là. Puis, comme si je comprends bien, c'est vraiment de voir à ce qu'il y ait une prise de conscience, une responsabilisation chez l'athlète de dire, bien, oui, je suis le seul responsable de mes succès, puis je reste aussi être le seul de mes insuccès, en quelque sorte. Oui, en effet, l'impact, on va le voir directement, que si il fait des choses de travers, ils vont s'en ressentir tout de suite. Comme tu as mentionné, c'est bien de faire l'enseignement aussi avec les entraîneurs pour qu'eux soient au même niveau que nous, qu'on encourage les mêmes discours
et qu'on surveille les mêmes points chez l'athlète. Donc, en quelque sorte, savoir que oui, je peux être le seul responsable de mes réussites, ça peut me permettre, comme athlète, à bien nourrir cette fierté-là dans ma progression à ce moment-là. Kevin, tu parles justement que ça fait un bon 8 ans que tu pratiques ce sport-là. J'imagine que tu as progressé au niveau des différentes catégories. Tu as gagné un championnat canadien. Maintenant, tu te retrouves à être dans quelle... Tu es parti à quelle catégorie? Tu te retrouves à être en quelle catégorie maintenant? Okay. Là, je suis dans la catégorie des 178 livres. J'ai gagné le championnat canadien dans les juniors. Là, senior, c'est une autre étape, c'est un autre niveau. C'est comme si tu passes de secondaire à l'université. C'est une grosse étape. Mais là, je me retrouve à recommencer à me battre dans les seniors pour avancer puis éventuellement gagner un autre championnat canadien dans les seniors. Là, tu es dans les seniors. Dans les seniors, ça fait combien de temps que tu es dans cette catégorie-là? Maintenant, ça fait 2 ans, mais à cause de l'école et le football, indécis entre les 2 sports, vu que c'est très dur, j'ai un peu arrêté de l'entraînement de boxe un peu dans les 2 dernières années. Puis là, je commence à reprendre vraiment intensément, puis vraiment le mettre dans ma tête, là, c'est senior, c'est un autre game. Un autre niveau, oui, un autre niveau. Donc, tu me mentionnes, est-ce que tu me mentionnais aussi, est-ce que à travers cette progression-là, tu es rendu, quelle est ta fiche ou tu as combien de combats? En ce moment, j'ai 37 combats. Les victoires-défaites sont pas déclarées sur le site de Boxe Québec, mais j'ai environ 12 défaites, maximum 12 défaites dans toute ma carrière. Donc, à ce moment-là, c'est un changement qui a été fait au niveau amateur depuis nécessairement dévoiler la fiche? Ouais, surtout un autre changement qui a été fait dans les amateurs, c'est le port du casque. Après 10 combats et plus, il n'y a plus de casque chez les amateurs. Fait que ça aussi, c'est un autre game. Il faut s'habituer à boxer pas de casque. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que ça a comme impact, tu penses, ce changement-là, peut-être de plus spécifiquement au niveau du casque, justement? Oui, c'est mental. Tu penses que ça a frappé encore plus fort. Mais à cause, le casque, ce que ça fait, c'est que ça répartit toute la douleur partout. Fait qu'avec un casque, tu peux te sentir un peu plus étourdi. Mais pas de casque, si tu prends un coup ici, tu vas vraiment sentir le bleu ici, puis juste là. Fait que ça change un peu dans le mental. L'effort physique ou la douleur, elle est perçue différemment. Ouais. Est-ce que ça l'a changé aussi ta façon de boxer? J'imagine qu'avec un casque, on peut peut-être un peu plus ce sentiment d'être en sécurité. Oui, ouais, c'est sûr que les boxeurs sont peut-être un peu plus défensifs que rouvrir sans se protéger avec le casque. Mais c'est sûr que pour moi, ça ne change rien. C'est de la boxe, c'est de la boxe. Puis quand tu tournes professionnel, de toute façon, il n'y a pas de casque. Fait que pour moi, c'est ça la vraie boxe. Donc, c'est pour te préparer par rapport à une carrière professionnelle. Oui, c'est bien ça. Alors, je te questionnais, Kevin, sur justement le poids, puis on voit aussi peut-être une petite différence au niveau de la gestion, de la préparation, la gestion du poids entre la boxe amateur et la boxe professionnelle. On a vu dernièrement des complications avec David Lemieux qui a manqué son poids pour un combat. Mais même au niveau de la boxe amateur, j'imagine qu'au niveau de la nutrition, c'est une gestion particulière, puis c'est une réalité particulière. Comment tu travailles ça avec tes athlètes? C'est sûr que c'est un très grand défi, la gestion du poids chez les athlètes qui font des catégories de poids, car ils doivent maintenir un poids légèrement plus élevé que leur catégorie de poids. Donc, on doit fournir des plans alimentaires qui vont permettre d'avoir suffisamment d'énergie, gagner la masse musculaire, diminuer le pourcentage de gras, tout en permettant une performance puis une progression dans ces performances. Et c'est vraiment lorsqu'on arrive dans les délais près du combat qu'il faut commencer à introduire une alimentation qui va permettre une perte de poids progressive. La différence entre les amateurs et les professionnels, c'est des adultes, ça fait plusieurs années, plusieurs combats qui perdent du poids. Donc, eux, souvent, ils vont se mettre des limites plus serrées. Ils vont pouvoir perdre 10 à 20 livres en quelques jours, juste avant le combat, alors qu'amateurs, ils doivent se développer. Souvent, c'est des adolescents, donc on ne peut pas leur permettre une aussi grande perte de poids car on ne veut pas nuire leur santé et leur progression en tant qu'être humain également. Donc, Nicolas, c'est bien de voir la différence justement entre le boxeur amateur et le boxeur professionnel où il va avoir un impact peut-être justement ou une préoccupation sur la santé globale de l'athlète au niveau amateur pour, oui, respecter ou faire les poids, mais aussi avoir une considération à long terme dans le développement de l'athlète. Oui, tout à fait. Chez les athlètes adolescents, amateurs, souvent, on va encourager en début d'année l'athlète à viser peut-être un poids légèrement supérieur comme catégorie de poids, sachant qu'il risque de se développer, gagner du poids naturellement. Alors que si on vise une catégorie de poids qui est déjà limite, lorsqu'on va arriver à la fin de l'année, respecter ce poids-là, ça va être très difficile et c'est là ça peut même être nuisible sur son développement et sa santé. Donc, j'imagine aussi, Maryse, dans cette réalité-là, de voir cette préparation-là, cette
prise de masse-là, cette prise de poids-là, ça va être une des réalités qu'on va travailler ou qu'on va devoir insérer dans notre préparation physique. Ici, on va travailler vraiment étroitement avec les nutritionnistes, surtout pour gérer les petits détails qui vont faire toute la différence quand il va être question de faire le bon poids. On va vraiment y aller selon l'objectif qui a été fixé, un poids supérieur ou un poids inférieur. Et là, l'interdisciplinarité devient vraiment la clé là, du succès. Donc, c'est vraiment une gestion qui est coordonnée en quelque sorte. Souvent, on a l'impression justement que c'est peut-être juste la part d'un nutritionniste, mais il y a vraiment une concertation à faire dans cette préparation-là, dans cette gestion-là. Au niveau des blessures, au niveau des préventions, est-ce que ce changement ou cette fluctuation-là de poids, on la voit moins importante au niveau des amateurs? Puis comme Kevin nous mentionnait aussi, son 178 livres, son 80 kilos, c'est son poids naturel. Donc, il n'y a pas nécessairement, comme on le mentionnait au niveau des professionnels, de grandes variations, mais j'imagine que ça peut avoir un impact au niveau des blessures, au niveau de la réhabilitation. Sur certaines blessures, ça va avoir un impact. Sur d'autres, plus ou moins, voire pas d'impact, parce que la perte de poids est assez rapide, puis rapidement, ils vont reprendre leur poids. C'est sûr que ça va avoir un impact sur des blessures particulières. À ce moment-là, c'est de gérer un peu la situation, soit en discutant avec les préparateurs physiques ou les nutritionnistes. Est-ce qu'on peut varier un petit peu l'approche tout en gardant le même poids, mais changer un peu l'approche pour atteindre cet objectif de poids-là, dépendamment aussi de la blessure. Par la suite, ça va être de gérer aussi, après le combat, comment ça s'est passé. C'est sûr qu'il y a une perte d'énergie due au changement de poids, mais aussi le combat qui peut être assez intense, dépendamment de la conclusion du combat. Fait que c'est plus par rapport à ça qu'on va gérer les blessures. Mais oui, la nutrition vient avoir un impact assez important au niveau de la blessure. Puis le changement de poids assez drastique aussi est à faire attention. Exactement. Donc, dans cette dynamique-là, c'est de regarder justement, en quelque sorte, s'assurer que peu importe le poids, c'est d'être à l'aise et d'avoir l'énergie pour performer. La boxe, c'est un sport qui est assez... on parlait d'un sport de contact avec le football, mais il y a vraiment un sport physique et de combat. Donc, il faut être en mesure de livrer la performance et d'encaisser les coups, de donner les coups. Donc, c'est vraiment d'avoir une perspective de santé, d'énergie à ce moment-là. Kevin, justement, tu parles d'être maintenant rendu dans les 178 livres. On entend beaucoup parler du poids au niveau des boxeurs. Est-ce que ça, c'est un poids que tu fais facilement? 178, oui, c'est mon poids naturel. Je fais naturellement 185, 183, puis je prends une coupe de livres avant les championnats et tout ça, fait que ça revient bon. Mais si jamais je tournais professionnel, c'est sûr que je me battrais plus vers les 165, vu que ça va être un entraînement beaucoup plus intense, puis beaucoup plus on descend le poids pour avoir un avantage avec la grosseur. Donc, c'est un élément qui est important, que ce soit peut-être moins au niveau amateur, mais au niveau professionnel, on sait que la classe, le poids, c'est quelque chose qui est important. Très important, oui. Parce qu'on essaie d'être le moins lourd puis le plus gros possible. Donc, c'est un élément que tu vas devoir intégrer, j'imagine, dans ta préparation, si jamais tu deviens professionnel. Oui, c'est sûr. Il faut que je perde beaucoup plus de poids puis intensifier mon entraînement pour la perte de poids. Dans ta préparation, justement, au niveau des combats, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on entend souvent au niveau des professionnels qui vont faire un camp d'entraînement ou de ton côté, au niveau amateur, est-ce que c'est des réalités qui sont différentes? Pour moi, non. Pour moi, pas mal, mon entraînement, c'est tout un camp d'entraînement. Je m'entraîne toujours, pour toujours être prêt pour un combat. Donc c'est une préparation qui est continue. Tu vas pas prendre... est-ce que tu sais d'avance beaucoup tes combats? Souvent, non. Souvent, ça va être 1 semaine, 2 semaines d'avance. Puis quand mon entraîneur me dit on a un combat, je suis toujours prêt à me combattre. Donc c'est comme tu dis, c'est vraiment une préparation qui est continue. On te présente un combat, il faut que tu sois prêt pour le livrer. C'est bien ça, ouais. Justement, est-ce que tu as des combats qui s'en viennent prochainement? Qu'est-ce qui s'en vient? Des championnats, des compétitions importantes? Pas de championnat tout de suite, mais pour les combats, je vais en avoir un le 19 mars, la semaine prochaine, puis le 26, la semaine après. Puis qu'on essaie d'avancer dans les combats, avoir de l'expérience. Puis j'aimerais ça atteindre beaucoup de combats, au moins 60 par la fin de l'année. Donc on cherche à aller chercher 60 combats comme expérience. On va quasiment aller chercher un tiers de plus que ce qu'on a actuellement. Écoute, j'imagine que tu souhaites connaître que des victoires dans cette nouvelle lancée-là. Je te le souhaite, je te remercie pour ton temps. Je te remercie, je te laisse te retourner t'entraîner. Souvent, merci.
Donc, on parle au niveau des différentes règlements qui ont été changés, où on a enlevé le CAS au niveau de la boxe olympique, la boxe amateur. On a eu pendant des années cette protection-là. Mais justement, Thierry, je voudrais voir un peu de ton côté. Est-ce que c'était vraiment une protection? Est-ce que ça avait un objectif précis au niveau peut-être des blessures ou peut-être on pense à la boxe, on pense aux commotions là, avec ce qu'on peut voir qui sort de ce sport-là. Donc, est-ce que le casque servait à protéger les commotions en quelque sorte? Si on parle du casque en général, que ce soit boxe, football, hockey, présentement, les matériaux, les types de casques qui sont utilisés ne sont pas performants au niveau pour empêcher des commotions. Ça n'aura pas d'impact direct. L'objectif principal des casques, c'est de limiter justement les blessures à boîte crânienne, le nez, les yeux, les oreilles, tout ça. Ce qu'à la boxe aussi, on voit des coups au visage assez fréquents. On n'aura pas 1, 2 coups, on va en avoir des fois des centaines au visage. On va voir des boxeurs finir avec les yeux assez gros, le nez en sang. Fait qu'à ce niveau-là, oui, ça avait un impact, ça protégeait, ce qui peut être assez important. Mais au niveau commotion, c'est plus ou moins présent, le côté prévention par rapport au casque à ce moment-là. C'est sûr que ça vient jouer au niveau protection en général pour tout ce qui est blessure, boîte crânienne, la peau, tout ça. Il y a aussi un impact au niveau psychologique qui vient avoir quand on a le port du casque à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis je le mentionnais justement avec Kevin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que ça nous permet d'avoir une certaine distance par rapport à l'encaissage des coups. C'est-à-dire le coup est plus direct, on a moins la sensation de dire « OK, j'ai un casque, je suis plus protégé, je vais aller de l'avant avec mon combat », alors que bien, on a à changer peut-être à être un petit peu plus défensif ou à avoir une défensive, à améliorer notre défensive pour moins se faire pincer ou moins avoir des coups qui vont être dommageables au niveau de la tête, au niveau de notre combat comme tel. Donc oui, ce que je comprends bien, ce que tu me présentes, c'est que ça avait peut-être un aspect de protection générale au niveau du visage comme tel, des oreilles, mais pas nécessairement au niveau de la commotion. Dans la préparation physique, Marie, justement, est-ce qu'il y a une façon de diminuer ou de gérer les risques de commotion? Est-ce que c'est des blessures au niveau de la tête, au niveau du cou? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait plus spécifiquement? C'est sûr que d'augmenter sa masse musculaire, dans tous les cas, ça protège notre squelette, évidemment. Donc, au niveau cervical, on va utiliser la même stratégie. On va viser à améliorer la force des muscles cervicaux. Alors, on va aussi penser à augmenter la masse musculaire de la ceinture scapulaire, des épaules, qui vont donner une impression aussi de sentir plus fort. Le fait d'être plus musclé, ça va donner cette confiance-là qu'on perd peut-être avec le fait que le casque est retiré. Mais si on augmente la masse musculaire, qu'on se sent plus solide, ça va avoir un impact positif. Et oui, il y a des exercices de renforcement qu'on va travailler d'ailleurs en collaboration avec les physiothérapeutes pour prévenir les conséquences, disons, des coups, des commotions. Parce que c'est ça, je pense qu'avec ces changements de réglementation-là, c'est de voir justement peut-être les anciens boxeurs ou les boxeurs qui ont appris à l'ancienne avec les casques ou avec les casques ou la protection, c'est peut-être de changer un peu leur style de boxe, leur façon de boxer pour justement, comme je disais, je pense que c'est là, il y a peut-être plus un impact psychologique au niveau de la préparation mentale, de dire, bien, c'est un équipement que j'ai de moins, c'est peut-être une sensation d'être moins protégé, mais à ce moment-là, je dois aller, soit au niveau de la préparation physique, aller gagner, retrouver cette confiance-là, peut-être en prenant une masse musculaire plus importante, ou encore de regarder par rapport à ma façon que j'ai de boxer, à ma technique, à ma facilité à éviter les coups, à prendre les coups. J'imagine justement, Nicolas, au niveau de la nutrition, au niveau de l'apport, pour aller gagner en masse musculaire, il doit y avoir des défis spécifiques importants. Tout à fait, j'abonderai dans le même sens que Maryse. Le but, c'est vraiment de gagner une masse musculaire. Donc, si on a cet objectif-là, on ajuste l'alimentation en conséquence, afin de, oui, gagner de la masse musculaire, mais tout en permettant la performance pour permettre une progression. Donc, on se rend compte que simplement avec de petits changements, que ce soit au niveau des réglementations, ça peut avoir un impact au niveau de la confiance d'un athlète, au niveau de la performance d'un athlète, puis ça peut avoir des impacts. Il faut s'assurer que chacun des aspects soit coordonné pour retrouver en quelque sorte cette confiance-là qu'on avait.
Je tiens à remercier Kevin, notre invité de cette semaine, pour sa présence et sa participation à notre émission, de même que mes invités, mes experts. Toujours intéressant, toujours inspirant de discuter des différentes réalités sportives avec vous. Vous désirez revoir l'entrevue ou une certaine portion de cette émission, je vous invite à visiter le site Internet de la Télé régionale de Laval à www.tvrl.ca. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et vous pourrez visionner les émissions souhaitées. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous? On vous invite à suivre notre fil Twitter @Sport9Laval et utiliser le mot-clé « Questions pour un expert ». Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous invite à un autre rendez-vous sportif. À la semaine prochaine.